Chers amis, voilà le moment venu pour moi d'abord de vous remercier de la large confiance que vous m'avez accordée lors de ce congrès un peu particulier, certes, du fait de la crise sanitaire, mais qui, à travers votre vote par correspondance, et disons-le, le fait que je me sois retrouvé le seul candidat, montre que notre famille politique ne connaît pas, comme on le voit dans d'autres, des disputes, des concurrences, des rivalités, des disparités qui lui nuiraient. Cette confiance, je crois qu'elle vient d'abord du fait que, depuis 2018, le chemin que nous avons traversé est un chemin qui respecte les promesses que j'avais prises devant vous en 2018, justement lors de ma première réélection. Je vous avais dit qu'après le départ d'un certain nombre de nos amis, nous pourrions enfin construire une famille unifiée. Et chez les centristes, ce n'est pas peu de dire que l'unité n'est pas toujours une chose simple. On se souvient à peine, 3 ans après, combien nous avons vécu de rivalités, de chicaneries, de divisions parfois, qui empêchaient de vivre ensemble, de réfléchir ensemble, de travailler ensemble et de militer ensemble. 2018 a été cette année de l'unification dans chacune de nos fédérations, ainsi naturellement que dans la direction nationale de l'UDI, et puis a été aussi, et c'était la seconde promesse que je faisais, l'année du début de la construction de notre indépendance. Après le désastre des élections présidentielles, qui a vu la droite et le centre sombrer face à l'aventure macroniste, nous avons réussi, en réalité, à reconstruire une indépendance et le droit de choisir nos alliances. Ça faisait des décennies que nous n'avions pas, en réalité, ce droit. Enfin, je vous avais promis que nous puissions, ensemble, puisque nous n'étions plus lestés par des divisions, puisque nous étions libérés des alliances automatiques et obligatoires, que nous puissions relancer le débat d'idées. Faisant le constat que, malheureusement, la vie politique française s'est progressivement vidée d'idées nouvelles, de perspectives, d'ouverture, de capacité à montrer à nos concitoyens comment, en se rassemblant, nous pourrions construire à la fois une France plus agréable à vivre, mais aussi plus puissante, plus solidaire, plus rassemblée. Ce débat d'idées, il a commencé à travers des conférences, des colloques, des webinaires que le siège a pu organiser à votre demande, sous la responsabilité de nos secrétaires nationaux, de nos délégués nationaux, de celles et de ceux qui ont la charge d'aller au contact des Français. En 2019, nous avons, je le disais à l'instant, porté aux élections européennes notre propre projet. Voilà bien longtemps que ça ne nous était pas arrivé. C'était même la dernière fois avec Simone Veil en 1989, lorsque le centre avait décidé de ne pas sacrifier une partie de ses idées européennes pour aller avec une liste qu'on appelait à l'époque de la droite et du centre, mais de faire en sorte que nous puissions montrer le chemin. Et après tout, pour les héritiers des pères fondateurs de l'Europe, quel autre but lors d'une élection européenne que de pouvoir montrer le chemin? Si Jean Monnet avait attendu de construire des alliances, de créer des rassemblements pour pouvoir poser sur la table un certain nombre d'idées qui étaient nécessaires, évidemment, l'Europe n'existerait toujours pas. Nous avons porté ce projet. Et même si le résultat n'a pas été à la hauteur de nos espérances, nous n'avons pas à le regretter. Non seulement cela a construit notre indépendance, mais cela a aussi permis de montrer que ces idées étaient non seulement justes, entendues par plus de 600 000 Français, et je crois plus depuis d'ailleurs, parce qu'ils ont remarqué que nous avions raison sur le fond. C'est même l'histoire, très rapide finalement, qui a fini par nous donner raison sur beaucoup de sujets que nous étions bien seuls à aborder à l'époque. J'en prends 3 exemples rapides. Le premier d'entre eux, seule notre liste a porté l'idée du danger que représentait la perte de souveraineté dans tout un tas de domaines économiques. Et nous avions pris l'exemple, je m'en souviens très bien, à la mutualité française, de l'absence de souveraineté en matière de production de médicaments. Je citais à l'époque, sur les conseils d'un de nos colistiers, le fait que 70% de nos médicaments étaient produits en Asie et que c'était une dépendance absolument dangereuse parce que si, pour une raison X ou Y, une crise géopolitique, une crise sanitaire, l'Asie était dans l'incapacité de nous fournir les médicaments dont nous avions besoin, eh bien,
nous nous retrouverions bien démunis face à l'ensemble de nos maladies. Malheureusement, et maintenant chacun le sait, un an après, même pas un an après, la crise sanitaire qui s'est abattue avec la Covid-19 sur l'ensemble du monde a démontré combien nous étions dépourvus de capacité de production de ce qui était censé nous protéger. Oui, nous parlions de souveraineté sanitaire et l'histoire nous a donné raison. Nous parlions aussi d'ailleurs de souveraineté alimentaire et j'alerte aujourd'hui à nouveau nos gouvernants sur le fait qu'il n'est pas raisonnable d'abandonner des pans entiers de l'agriculture française et des pans entiers de l'agriculture européenne parce que la première des choses que doit garantir un État, c'est de pouvoir nourrir sa population. Et nourrir sa population, ça passe par produire chez soi ce dont on a besoin pour se nourrir. Mais l'histoire nous a donné raison. De la même façon que nous dénoncions à l'époque cette filouterie électorale que représentait la fameuse taxe GAFA que M. Le Maire et M. Macron nous vendaient comme étant une solution. Nous avions dénoncé son absurdité. Pourquoi ? Parce que taxer les GAFA qui sont en situation de monopole dans leur secteur économique, ça ne veut dire qu'une chose. Ça veut dire qu'en réalité, on augmente leurs impôts, mais comme ils n'ont pas de concurrents, ce sont leurs clients qui vont le payer. Et qui sont les clients des GAFA ? Et encore plus depuis la crise sanitaire. Ce sont les commerçants, les artisans, les petites entreprises qui cherchent à se faire voir sur Internet. Eh bien, l'histoire nous a donné raison. Non seulement cette taxe n'a jamais réellement été perçue, non seulement lorsqu'elle l'a été, et elle a été répercutée sur les petites et moyennes entreprises, les commerçants et les artisans que je citais à l'instant, mais en plus, on est aujourd'hui à l'orée de l'abandonner puisque c'est au niveau européen et au niveau mondial que la réflexion s'est engagée, sous l'impulsion du président américain Joe Biden, de faire en sorte que ces colossales fortunes que ces entreprises ont constituées en quelques années puissent enfin être soumises à l'impôt. Nous ne pouvions pas faire ça tout seuls dans notre coin pour nous faire plaisir, même pas pour des raisons électoralistes, ça n'a même pas fonctionné techniquement. Troisième exemple qui nous a donné raison. Personne, Madame Loiseau, la candidate de M. Macron, pas plus que d'autres, ne parlait à l'époque de la nécessité absolue pour l'Union européenne de changer de modèle énergétique, de tout miser sur la production d'hydrogène. Et nous expliquions qu'on pouvait et qu'on devait se lancer dans la production de moteurs d'avion à hydrogène, que nous pouvions et nous devions faire ça en direction des bateaux, alors que l'Europe regorge de ports qui font venir des bateaux du monde entier, que nous pouvions le faire au niveau des modèles et des moteurs de trains qui peuvent devenir hydrogène plutôt que de production électrique, coûtant d'ailleurs beaucoup moins cher lorsqu'il s'agit de déployer des lignes. Oui, nous avons eu raison, et nous avons eu raison de porter nos valeurs, de porter nos idées, d'acquérir notre indépendance, et c'est aujourd'hui que nous commençons à en tirer les fruits. En 2020, nous avons connu des élections municipales dans des conditions absolument particulières qui ont permis en réalité à l'UDI d'emporter de nouvelles victoires, de subir quelques défaites sans doute liées à la situation sanitaire, mais surtout d'emporter de nouvelles victoires, d'avoir une meilleure répartition géographique de nos élus, de nous renforcer dans des territoires où nous étions peu présents, et puis on a permis de conforter notre situation, notre place de troisième force territoriale nationale. Nous sommes la troisième force en nombre d'élus locaux, ce qui prouve combien la proximité qui est la nôtre, mais également le caractère très pragmatique de ce que nous proposons, a permis aux Français de reconnaître, à côté de chez eux, des élus locaux qui, étant membres de l'UDI, sont porteurs de solutions réelles pour leur vie quotidienne. Et non seulement nous avons progressé aux élections municipales, mais, et je veux saluer et en remercier mon ami Hervé Marseille, président de notre groupe au Sénat, nous avons aussi connu la plus grande progression sénatoriale aux élections qui ont suivi en septembre 2020. Pourquoi cette progression ? Tout simplement parce que là aussi, après les élections municipales, se sont rassemblés derrière nos candidats des élus locaux très conscients de leurs responsabilités et qui souhaitaient avoir des sénateurs sérieux, efficaces, combatifs, toujours dans l'ouverture d'esprit, mais jamais dans la lâcheté de l'abandon des idées. Et nous avons aujourd'hui un groupe au Sénat de 55 sénateurs, absolument indispensables à la construction de n'importe quelle majorité. Ils peuvent peser sur le cours des lois qui sont votées, ils peuvent influer, et c'est évidemment pour nous un poids politique qui compte
dans la vie des Français et la vie de la nation. Mieux encore, d'ailleurs, en 2020, nous avons vu nous rejoindre de nombreux élus qui n'avaient jamais pris de carte dans un parti politique, qui étaient pour les uns maires, pour d'autres conseillers départementaux, et qui venaient de départements où nous étions soit très faiblement présents, soit carrément absents, venant renforcer, là encore, notre présence sur l'ensemble du territoire, qui est une condition indispensable pour que nous puissions sentir la France sous tous ses aspects, sous toutes ses coutures, sous tous ses angles, sous toutes ses problématiques. Et ce renfort qu'il nous apporte, cette capacité de présence territoriale, mais aussi cette capacité de comprendre les problématiques diverses qui existent dans notre pays, sont une force. D'autres qui s'étaient éloignés, en restant au Parti radical ou au Nouveau Centre, et qui reviennent aujourd'hui. Je veux d'ailleurs remercier tous les amis de l'Est de la France qui, dans cette région Grand Est, sont en train de rejoindre l'UDI, de reconstituer nos forces. Et derrière Christian Debève, notre président de groupe à la région Grand Est, de faire en sorte que nous puissions mailler à nouveau ce territoire. Je pense également à notre sénateur, Franck Ménonville, de la Meuse, et quelques autres que je veux remercier, même si je ne peux pas tous les citer. Oui, ce renfort territorial, ce renforcement a permis à l'UDI de croître et d'embellir au cours de ces dernières années. Nous avons contracté des alliances, d'abord avec les présidents sortants, avec qui nous avions bien travaillé. Et je veux remercier nos groupes de conseillers régionaux, mais également nos partenaires, du travail constructif qui a pu être fait sur le projet, même là où on pouvait s'y attendre le moins. Nous avons, pour le reste, eu un certain nombre d'alliances qui se sont faites avec des républicains respectables et responsables. Et puis, nous avons eu la liberté aussi, en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine, de choisir de conduire ou de participer à des listes qui sont portées par la majorité présidentielle. Pourquoi ? Parce qu'à cet endroit-là, les projets ou les porteurs républicains ne nous paraissaient pas compatibles avec les combats que nous voulions mener, mais aussi parce que, et je pense à la Nouvelle-Aquitaine, des gens très proches de nous, de la même famille politique que nous, je parle de Geneviève Darrieussecq, semblaient mieux placés pour nous pour porter les valeurs qui sont les nôtres, pour porter les projets qui sont les nôtres. C'est d'ailleurs ce qui a été décidé par nos amis et nos responsables locaux. Ça marque aussi la volonté de l'UDI de conserver, à travers notre identité décentralisatrice, l'écoute du terrain et de ne plus reproduire, comme ça a été par le passé, systématiquement les mêmes alliances. Comme les chiens de Pavlov bavaient à chaque fois qu'ils sonnaient la cloche, nous n'avons pas vocation à réagir simplement au son de la cloche, au son du canon, en tout cas en fonction de nos habitudes. Le paradoxe d'ailleurs, c'est que les centristes que nous sommes, qu'on caricature souvent comme à géométrie variable, sont désormais les seuls qui ont conservé leur cap, leur identité politique, leurs valeurs, leur boussole. Et je veux vous le démontrer en quelques instants. Lorsque nous regardons partout autour de nous, nous ne voyons que des familles désormais divisées. Certes, parfois dans le même mouvement politique, mais en réalité qui ne partagent plus rien. Et je veux essayer de le souligner auprès de vous et devant vous. Commençons par la gauche. La gauche était une famille politique qui avait pour boussole l'universalité. Elle a perdu cette boussole. Elle a perdu ce qui faisait sa spécificité, son identité. Il y a une époque pas si lointaine où la gauche, si elle n'était pas assez réaliste, était au moins habitée d'un réel idéalisme. Je n'ai jamais fait partie de ceux qui prétendaient ou préféraient avoir tort avec Sartre plutôt que raison avec Aaron. Mais je respectais au moins cette gauche-là, cette gauche idéaliste, porteuse de valeurs, qui ouvrait de nouveaux horizons et qui prétendait faire avancer la société, qui prétendait permettre de dépasser les différences entre les individus, les personnes qui composent une société. Cette gauche, elle était humaniste et citoyenne depuis la Révolution française. Elle plaçait la liberté des individus et l'égalité entre les hommes et les femmes au-dessus de tout, comme des valeurs cardinales qui les conduisaient. Elle recherchait le dépassement des différences. La gauche de Jaurès, la gauche de mai 68, la gauche de François Mitterrand, la gauche de Touche pas à mon pote, était une gauche universaliste, une gauche qui refusait les différences entre les sexes, entre les races,
entre les religions. Elle vivait pour un dépassement, par la citoyenneté et par la République. Mais la gauche d'aujourd'hui, la gauche de Jean-Luc Mélenchon, la gauche d'Éric Piolle, la gauche de Madame Pulvar, a trahi totalement cet idéal, a perdu totalement la boussole universaliste qui faisait la gauche et sa spécificité. Quel est aujourd'hui le point commun de LFI, des Verts, d'une partie du PS, alors qu'ils ne sont plus quasiment d'accord sur rien? Eh bien, c'est d'avoir abandonné cet idéal. Avec cette gauche déboussolée, il n'y a plus d'êtres humains, il y a des hommes ou des femmes. Il n'y a plus des êtres humains, il y a des chrétiens, des musulmans, des juifs, des bouddhistes. Avec cette gauche-là, il n'y a plus d'êtres humains, il y a des blancs, des noirs, des asiatiques, des gens venus du Maghreb, bref, des gens qui sont identifiés par leurs différences plutôt que par ce qui pourrait les rassembler, c'est-à-dire un projet politique. La seule chose qui unit ces gauches d'aujourd'hui, c'est la volonté d'ériger des barrières entre chaque citoyen, non plus de les rassembler, alors que son projet était initialement de faire exploser ces barrières. La droite, quant à elle, pour partie, a aussi perdu sa boussole républicaine. Tout dans l'histoire de la droite, depuis la Révolution française, là aussi, l'a opposé à l'extrémisme. L'extrême droite, c'est l'antinomie totale de la droite. Et c'est par abus de langage qu'on appelle ça l'extrême droite. Pourtant, la droite dite républicaine est aujourd'hui en train de se déchirer en lambeaux dans son rapport à l'extrême droite. Lorsque Jacques Chirac dirigeait la droite française, il avait clairement établi et définitivement établi que l'ennemi absolu de sa formation politique, de sa famille politique, c'était l'extrême droite. Il se souvenait, lui, du temps où l'extrême droite cherchait à assassiner De Gaulle. Lorsque Nicolas Sarkozy est venu prendre la tête de cette famille politique, il a en permanence combattu l'extrême droite pour faire reculer ses idées et l'a remarquablement réussi en 2007. Aujourd'hui, plus rien ne peut réunir un Éric Ciotti et un Renaud Muselier. Plus rien ne peut permettre de rassembler Nadine Morano ou Jean Rottner. Plus rien de commun entre François-Xavier Bellamy et Michel Barnier. Pourquoi ? Parce que cette famille politique a renoncé à faire la différence entre ce qu'est l'extrême droite et ce que sont les valeurs de la droite républicaine. Lorsque, lors de l'élection présidentielle, certains ont refusé de choisir entre Emmanuel Macron, qui certes n'est pas notre tasse de thé, et Marine Le Pen, ils ont perdu le fil de leur propre histoire, ils ont perdu le fil de leurs valeurs. Nous avons des différences avec Emmanuel Macron, nous les portons, nous les avons portées et nous les porterons. Mais nous n'avons aucun point commun avec Marine Le Pen et son projet de division, de séparation de la nation française, elle aussi, en fonction des ethnies, des origines, des croyances. Bref, tout ce qui est anti-républicain. Et qu'un parti qui s'appelle les Républicains compte parmi ses membres des gens qui hésitent sur ces combats-là, alors il y a quelque chose de perdu à l'intérieur de cette famille politique. Oui, lorsqu'elle a un choix entre une liste de la droite et du centre, comme en région PACA, accueillant une poignée de personnalités venant de la majorité présidentielle, la droite comme le centre ne doivent pas hésiter à s'ouvrir pour mieux combattre l'extrême droite. Et comment peut-on entendre aujourd'hui des personnalités politiques de cette famille dire qu'ils ne feront pas le choix de la liste conduite par Renaud Muselier face à la liste conduite par l'extrême droite? Comment pouvoir assimiler l'un à l'autre alors même que tout devrait les séparer? Et je préfère Renaud Muselier, et je préfère Hubert Falco, et je préfère Christian Estrosi dans ce courage de rester eux-mêmes et de s'ouvrir aux autres, à ceux et à celles qui aujourd'hui disent non, je ne voterai pas pour ma propre famille politique pour combattre l'extrême droite. On est arrivé là à une perte de repères, une perte de valeurs, une perte de boussole républicaine si importante, si large, si grave, qu'ils sont en train de condamner leur propre famille politique puisqu'ils ne portent plus les valeurs qu'ils ont pourtant héritées du général de Gaulle, de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, d'ailleurs,
leur a appris que c'est en rassemblant, que c'est en s'ouvrant, parfois contre leur volonté, qu'on peut gagner, qu'on peut faire avancer ses idées et faire avancer notre pays. Enfin, il faut regarder le parti qu'a créé le président de la République, ce qui s'appelle La République en marche, en réalité la majorité présidentielle, qui est un réel paradoxe. Parce que si la gauche a perdu sa boussole et si la droite a perdu sa boussole, chez les macronistes, il n'y a jamais eu de boussole. La réalité, c'est que cette boussole, elle est doublement aimantée. Elle montre à la fois le nord et le sud et finit par faire du surplace. Comment pourrait-elle d'ailleurs trouver un nord que le président de la République lui-même n'a jamais su définir? Il se laisse balloter au gré des événements, au gré des idées. Et bien souvent, d'ailleurs, son discours ne consiste qu'à essayer de dire à celui qui est en face de lui ce qu'il espère que celui qui est en face de lui veut entendre. Lorsque le président de la République parle à des jeunes, il leur parle de violences policières. Mais s'il parle à des policiers, à ce moment-là, il leur dit qu'il faut protéger les forces de l'ordre. Lorsqu'il rencontre des entrepreneurs, il leur parle de baisse des charges et d'allègement des contraintes. Mais s'il rencontre des syndicats de salariés, il va leur expliquer que les salariés ont besoin de plus de protection. S'il s'adresse aux Français, il parle de partager notre récit national. Mais lorsqu'il va aux États-Unis, il parle de déconstruire ce récit national. Emmanuel Macron ne trahit pas de conviction. Il s'adapte à celles de ceux qui sont en face de lui. Dans une forme de pragmatisme total, parfois même un peu cynique, qui ne montre pas un chemin et qui a fini par perdre les Français au milieu du gué. Et c'est aussi ce qui abîme aujourd'hui le parti présidentiel. Dans des manœuvres politiques avec lesquelles il devait totalement rompre. Souvenez-vous qu'on nous parlait d'un nouveau monde. Regardez ce qui est en train de se passer aux élections régionales. Comment expliquer, comme ils le disent, que leur adversaire, c'est l'extrême droite, mais en faire la promotion matin, midi et soir, espérant pour la réélection d'Emmanuel Macron, se retrouver face à Marine Le Pen en se disant qu'ils pourront contribuer à un large rassemblement et passer son temps dans des petites manœuvres politiciennes de division de la droite, comme par exemple en Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec un florentinisme mitterrandien, on ne renie pas ses origines, qui apparaît de plus en plus en pleine lumière et qui apparaît aussi dans les Hauts-de-France. Lorsqu'on envoie des ministres à l'appel pour combattre un prétendant à la concurrence face à Emmanuel Macron, prenant le risque que finalement ce soit l'extrême droite qui gagne aussi dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, pour simplement faire place nette lors de l'élection présidentielle. Ce genre de calcul politique, c'était tout le contraire de ce que En Marche avait promis à la fois à ses partisans, à ses militants, de moins en moins nombreux, mais également à l'ensemble des Français. On devait voir un nouveau monde et on commence à apercevoir les pires travers de l'ancien monde. Oui, face à cette gauche déboussolée, à cette droite déboussolée, et à ce macronisme qui n'a jamais eu d'autre boussole que la parole de son chef, nous sommes les seuls à avoir conservé un cap, une histoire et des valeurs. Certes, ce n'est pas toujours populaire, certes, ça ne fait pas toujours la une de BFM TV, mais de plus en plus de Français entendent notre cohérence, notre capacité à anticiper les événements, notre capacité à montrer un chemin, même quand parfois il n'est pas très agréable d'entendre que ce chemin nécessite des efforts. Mais c'est cela qui permet un jour de gouverner. Et c'est cela que nous allons continuer à faire, à partir des principaux piliers de ce que nous sommes, à la fois historiquement, intellectuellement et politiquement. Je le disais, ce ne sera une surprise pour personne. Nous sommes profondément européens, et même nos racines sont fédéralistes. Mais il y a une raison profonde à cela. Ce n'est pas une envie ou un idéalisme, pas même un rêve de cabri, comme le disait le général de Gaulle. C'est devenu une urgence bien plus grande qu'à l'époque du général de Gaulle. Pourquoi ? La mondialisation est passée par là. Le fait qu'on dérégule les échanges a permis à des puissances énormes, étatiques et non étatiques, de se construire et de se constituer. Je pense naturellement aux États-Unis, qui étaient déjà là, mais qui n'ont fait que se renforcer. Je pense évidemment à la Chine, deux grandes puissances continentales qui sont désormais en situation de se concurrencer, voire même de s'affronter. Et nous sommes au milieu de cela.
des nains politiques, non seulement au niveau européen, mais même au niveau national. Que pèsent 67 millions de Français face à 1,1 milliard de Chinois? Que pèsent 67 millions de Français face au peuple américain 7 fois plus nombreux que nous? Que pèse notre économie dans l'économie mondiale? Certes, elle fait partie des premières économies du monde, mais tellement loin des principales économies que nous ne pouvons pas imposer nos propres règles du jeu, pas plus que nous ne pouvons le faire. Lorsque, on parlait des GAFAM tout à l'heure, ces grandes sociétés multinationales ont réussi à constituer des puissances financières tellement supérieures aux capacités de nos pays que nous ne sommes plus capables de réglementer leurs activités, de les taxer efficacement, de les interdire ou de les réguler régulièrement lorsque nous en avons besoin, lorsqu'elles dérivent. Nous sommes contraints de nous rassembler sans abandonner ce que nous sommes, mais pour défendre ce que nous sommes. Le vieux débat entre les souverainistes et les fédéralistes est en réalité un débat dépassé, éculé. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de savoir si nous donnons ensemble les moyens de pouvoir parler d'égal à égal avec les GAFAM, avec le président chinois, avec le président américain. Tout autre débat n'a pas de sens. C'est l'illusion nationale que de faire croire que nous avons la possibilité de discuter à armes égales avec Microsoft, avec Apple, avec Google, parce qu'ils peuvent nous contourner, cependant que nous ne pouvons pas les éviter. En revanche, ils ne peuvent pas contourner, ils ne peuvent pas éviter, ils ne peuvent pas abandonner la puissance de production et la puissance de consommation que représente le continent européen. Pas plus que ne le peut le président chinois, pas plus que ne le peut le président américain, quel qu'il soit. Le projet européen, c'est en réalité un projet d'indépendance partagée entre nos pays. Et ce projet d'indépendance ne peut naître et ne peut venir que de l'esprit français. L'aventure européenne, celle qui doit s'écrire, celle que nous voulons construire, c'est en réalité une aventure d'indépendance, de liberté, de défense de notre culture et de nos modes de vie. Et ça passe par des choses très concrètes. Je parlais tout à l'heure d'un modèle énergétique qui nous rend moins dépendants des autres. Mais je veux aussi parler d'un modèle alimentaire qui n'est pas la même chose que la malbouffe qu'on connaît dans l'Empire américain, qui n'est pas la même chose, quand on parle de modèle social, que l'esclavagisme qui existe pour des enfants, pour des prisonniers, mais également pour des salariés dans le monde asiatique. Nous avons un modèle à défendre, mais nous avons progressivement refusé de le défendre. Et c'est par la construction de ces indépendances partagées face au reste du monde, face aux grandes puissances économiques, que nous pouvons protéger ce modèle. C'est le modèle de la construction européenne que nous voulons porter devant les Français, que nous avons commencé à porter en 2019, que nous porterons en 2022 et que nous porterons au-delà. Le vrai combat aujourd'hui est dans l'indépendance des citoyens que nous sommes, rassemblés au niveau d'un continent, face à ces grandes puissances qui, sinon, nous écraseront et nous asserviront. Nous sommes aussi, et depuis toujours, décentralisateurs, girondins, face à une France qui s'est construite, cette France républicaine, dans un modèle jacobin. Un modèle qui fait croire qu'en centralisant tous les pouvoirs à la tête de l'État, en centralisant toutes les décisions à Paris, on est en capacité de garantir à la fois l'efficacité et l'égalité. La crise sanitaire que nous venons de vivre l'a montré avec éclat, hélas. Ce modèle centralisé ne correspond plus au monde d'aujourd'hui. Il a permis de construire la France que nous connaissons. Mais il ne permettra pas de construire la France dont nous avons besoin dans ce monde à la fois plus globalisé, plus mondialisé, mais aussi plus rapide, plus souple, plus agile que ce que nous n'avons jamais connu. Notre pays, naturellement, mais l'ensemble des pays du monde, sont soumis à des événements extérieurs tellement rapides, tellement accélérés, tellement violents parfois, qu'il y a besoin d'agilité. Il y a une imposture dans le discours politique jacobin qui, malheureusement, dure depuis 2 siècles. Celui de faire croire que l'uniformité garantit l'égalité. Eh bien, je prétends exactement l'inverse, et avec vous, nous défendons cette idée. Non, l'uniformité n'est pas une forme d'égalité. C'est même souvent une source d'inégalité. Comment prétendre qu'on doit traiter exactement de la même façon les services publics, parfois le droit du travail, la capacité à se transporter, de la même façon au fin fond de la Corrèze
qu'au cœur du 6e arrondissement de Paris. Évidemment que les problématiques et les enjeux sont différents. Et donc les réponses à apporter sont différentes. Qui imaginerait aller voir son médecin avec une maladie différente de celui qui l'a précédé et différente de celui qui lui succédera, et que le médecin donne toujours la même ordonnance? Nous devons donc être capables de les différencier. Ce droit à la différenciation existe au niveau économique, il existe au niveau de l'éducation, il existe aussi, il devrait exister au niveau de la gestion de nos territoires. Ce n'est pas la même chose que d'être un territoire frontalier, en concurrence avec la Belgique, que de se retrouver en Auvergne-Rhône-Alpes, et je pense particulièrement à l'Auvergne, loin en réalité de toute frontière et de toute concurrence étrangère, en tout cas directe, en tout cas proche. Ce n'est pas la même chose que de se retrouver en zone urbaine dense, soit au cœur de la métropole, soit en périphérie de la métropole. Et les politiques publiques qui doivent permettre de corriger les inégalités, d'accéder à l'égalité des chances, doivent pouvoir être différentes en fonction des problématiques rencontrées par nos concitoyens, par nos villes, par nos villages et par nos entreprises, je le disais à l'instant. Décentraliser, c'est accepter que l'égalité passe par une différenciation. L'égalité, c'est celle des chances. Et nous prétendons, dans le modèle jacobin aujourd'hui, en tout cas notre pays prétend, garantir par la centralisation, par le jacobinisme, l'égalité, alors même qu'il ne fait que les creuser et les aggraver, à tel point que nombre de Français n'ont plus réellement le sentiment de faire corps ensemble, de faire nation ensemble, de vouloir vivre ensemble. Mais de la même façon, cette centralisation, ce jacobinisme, est l'illusion de l'efficacité. Je parlais de la crise sanitaire. On a vu la différence entre un pays très décentralisé, l'Allemagne, et un pays très centralisé, trop centralisé, la France, lors de la première vague de l'épidémie de la Covid-19, l'an dernier, il y a à peine plus d'un an. Lorsque on essayait depuis Paris de réguler et d'appliquer les mêmes règles dans tout le pays, alors que les situations étaient très différentes, dramatiques dans le Grand Est, difficiles et dures dans les Hauts-de-France ou en Île-de-France, mais qu'en Bretagne, le virus ne circulait pas. En Nouvelle-Aquitaine, le virus ne circulait pas. Le président de la République a décidé d'appliquer un confinement général à tout le pays. Le virus circulait 10 fois moins en Nouvelle-Aquitaine que dans la région Grand Est. Il n'était pas nécessaire de confiner la Nouvelle-Aquitaine. Il était légitime d'interdire les déplacements entre les régions pour permettre à la Nouvelle-Aquitaine de continuer à vivre pendant qu'il fallait s'occuper en urgence des régions qui, elles, connaissaient une vague épidémique meurtrière. C'est exactement ce qui s'est passé dans un pays décentralisé comme l'Allemagne, où l'adaptation en fonction de la situation locale par des autorités locales élues pour ça et responsables devant les citoyens ont permis d'avoir beaucoup moins de morts que dans notre pays. À l'époque, la France souffrait de 30 000 morts quand l'Allemagne n'en avait que 5 à 6 000. Oui, nous avons besoin que l'État s'occupe de ce qu'il est le seul à pouvoir faire. Je pense naturellement à la défense nationale. Je pense naturellement à la justice. Je pense naturellement à la police nationale. Je pense à l'éducation nationale qui nous permet de faire société ensemble, corps ensemble, d'espérer la promotion sociale ensemble. Je pense aux relations étrangères, évidemment, qui ne peuvent pas se décréter région par région. Mais tout le reste doit être décentralisé. Même la santé centralisée vient de montrer qu'en réalité, c'était un échec. On a eu des ARS, les Français ne savaient pas ce que c'était, les agences régionales de santé, soi-disant décentralisées, qui sont en réalité des préfets santé aux ordres du ministère de la Santé. Eh bien, nous aurions préféré que les présidents de région élus par nos concitoyens, qui rendent des comptes devant nos concitoyens, qui ne sont pas l'objet de ce phénomène de cours, soient ceux qui soient responsables de la santé de nos concitoyens. Et sans doute, nous aurions eu alors des masques. Et sans doute, nous aurions plus vite obtenu des tests. Et sans doute, nous aurions passé des marchés de vaccins plus intéressants que ceux qui ont été contractés. Mais en plus de cela, lorsqu'il s'est agi d'organiser la répartition des vaccins sur le territoire, on est retombé sur les carences de l'État centralisateur. Il eût mieux valu laisser les centres de vaccination être organisés par des élus locaux que par un système excessivement centralisé. Oui, l'État doit s'occuper
de la défense nationale, de la justice, de la sécurité, des affaires étrangères, de l'éducation nationale. Mais il doit laisser des régions différentes, des départements différents, des villes différentes s'organiser de façon différente parce qu'ils rencontrent des problèmes différents. On aurait ainsi la capacité de réagir plus rapidement, plus efficacement et de façon plus adaptée à chaque territoire. Le président de la République en a parlé. Malheureusement, comme sur beaucoup d'autres sujets, de tout un mandat de 5 années, il n'a rien fait. Eh bien, nous voulons être le parti qui rende le pouvoir au plus près des citoyens et qui permette une expression de démocratie directe bien plus grande. On a vu l'exercice, après les Gilets jaunes, de la grande consultation, où tout le monde a eu l'illusion d'avoir la parole, mais finalement n'a pas pu se faire entendre, parce que plus vous êtes nombreux, plus vous êtes loin de la réalité du terrain, plus on finit par synthétiser, couper des branches, oublier des idées, oublier des problématiques. Ce qu'on ne peut pas faire au niveau d'une commune, ce qu'on ne peut pas faire au niveau d'un département, et ce qu'il est bien difficile de faire au niveau d'une région. Voilà un modèle d'organisation qui serait à la fois plus garant de l'égalité des chances, mais aussi plus garant d'efficacité. Et j'observe que dans le monde, je le disais, plus rapide, plus agile, plus violent d'aujourd'hui, les pays qui réussissent le mieux sont ceux qui décentralisent le plus. Le chemin est en réalité tout tracé, il nous appartient de le montrer aux Français. Nous sommes enfin des écologistes déterminés. Je le disais tout à l'heure, des écologistes de la science et de la raison. Ceux qui pensent que ce n'est pas en renonçant à vivre qu'on pourra mieux vivre. Ceux qui pensent que ce n'est pas en renonçant à tout ce qui fait aujourd'hui l'originalité, l'inventivité humaine, à retourner à la case départ ou au mode de vie d'antan qui nous permettra de faire société ensemble et une société plus durable. Nous pensons au contraire que l'intelligence, la science, la connaissance, le progrès sont les seules solutions qui nous permettront d'avoir un modèle plus durable. C'est bien par le progrès, par l'intelligence, par les inventions qu'on peut aujourd'hui produire des véhicules propres. C'est bien par l'intelligence, par la recherche, par l'invention qu'on est capable d'avoir des habitations qui ne consomment plus d'énergie, voire qui en produisent plus qu'elles n'en consomment, ce qui n'était pas le cas hier. Oui, nous croyons, nous, dans le fait que la science est la solution de sortie. Nous croyons d'ailleurs qu'il n'est pas possible de dire à des êtres humains, et encore moins dans une démocratie comme nous en connaissons dans le monde occidental, que la seule solution, c'est de vivre de plus en plus mal. La seule solution, c'est de se loger de plus en plus mal. La seule solution, c'est de manger de moins en moins. La seule solution, c'est de se déplacer juste autour de chez soi. La seule solution, c'est de revenir au mode de vie qu'avaient nos ancêtres il y a 2 siècles. La vraie bonne solution, c'est de trouver les technologies qui nous permettent à la fois de vivre bien, de vivre mieux, de vivre plus longtemps, mais de respecter notre environnement. La seule solution, c'est de réguler, de taxer, parfois d'interdire les comportements qui sont les comportements les plus dangereux, ceux qui portent le plus atteinte à notre environnement, à la biodiversité et au climat. C'est la solution. Je ne suis pas convaincu que dans un modèle démocratique, on parviendra à dire aux Français, pas plus aux Allemands, pas plus aux Américains, même pas aux Chinois, alors même qu'ils n'ont pas de modèle démocratique, qu'il faut qu'ils abandonnent la voiture. La voiture n'est pas un objet sale en soi. Ça a été un instrument formidable de libération des déplacements, de capacité à la fois à découvrir les autres, à rencontrer les autres, à partager en famille, à s'émanciper de son milieu social, du quartier dans lequel on avait grandi, du village d'où on venait. Ce qui est malsain dans la voiture, c'est son mode de carburation. Si ce mode de carburation change et qu'il ne produit plus de pollution, ce n'est pas la voiture qu'il faut attaquer, c'est la pollution qu'elle émet. Et c'est donc son mode de production d'énergie, son mode de motorisation. Il faut que nous nous donnions pour mission d'ouvrir les yeux aux Français. L'urgence environnementale, l'enjeu environnemental, la protection de notre planète est évidemment une priorité qui doit conduire l'action publique. C'est encore là aussi en Europe que c'est le plus prioritaire, puisque nous sommes le continent à la fois le plus développé et le plus tempéré, et que le réchauffement climatique va beaucoup plus impacter l'Union européenne
que des puissances dont la surface, dont l'étendue, je pense à la Chine, je pense aux États-Unis, je pense à d'autres pays, font que si une zone devient plus sèche, plus aride, plus accidentée, il suffit de se déplacer à l'intérieur du pays, aller un peu plus au nord ou un peu plus au sud pour éviter d'être impacté par les changements climatiques. Mais l'Union européenne n'a pas tellement le choix. Il n'y a pas d'autres endroits, il n'y a pas d'ailleurs pour pouvoir développer nos vies. Et donc nous sommes à la fois le continent le plus développé et le continent le plus tempéré. Nous avons une urgence climatique plus grande que les autres, mais aussi une capacité d'innovation. Et si nous étions capables de nous unir davantage, une capacité de régulation, fixer des règles qui non seulement s'imposent à nous, mais qui s'imposeront à tous ceux qui veulent échanger, commercer, partager avec nous. Vous le voyez, à travers la construction européenne, moyen de notre indépendance face à des grandes puissances étatiques, des puissances continentales, ou à des grandes puissances économiques, des multinationales, nous avons un chemin tout tracé. Lorsque nous parlons de décentralisation, c'est un chemin d'efficacité et d'égalité des chances. Et lorsque nous parlons de défense de notre environnement, de protection de notre planète, nous avons aussi un chemin. Les trois sont cohérents. À chaque fois, on retrouve à la fois la volonté de préserver notre liberté de choix, notre indépendance, notre capacité à garantir l'efficacité et l'égalité des chances et la solidarité entre nous, et la capacité à fixer des règles du jeu qui permettent par l'intelligence, la connaissance, pas par la croyance, par l'illusion et par le symbole, de préserver la terre dont nous vivons. C'est en réalité le chemin que l'UDI dessine progressivement et qui fait sa trace, qui fait sa route, d'abord chez un certain nombre de nos concitoyens, et vous y participez largement, mais aussi dans des milieux intellectuels, culturels, journalistiques, qui se rendent compte que cet équilibre déterminé que nous pouvons porter est finalement plus intéressant que les caricatures ou ceux qui ont perdu leur boussole. Oui, cet équilibre de la construction européenne pour l'indépendance, de la décentralisation pour l'efficacité et l'égalité, de la protection de l'environnement par la science et par la croyance. Cet équilibre, c'est celui de l'UDI et c'est celui que nous avons vocation à porter devant les Français. Naturellement, au cours des échéances de 2022, et nous n'y manquerons pas, et je sais que vous serez à ce rendez-vous, et je vous garantis que nous y serons tous ensemble. Mais bien au-delà encore. Parce que ce que je dessine là est un long chemin, une longue route, une révolution intellectuelle et culturelle pour notre pays. Sortir du débat factice entre les nationalistes et les fédéralistes. Sortir du débat factice entre jacobins et girondins alors que le modèle jacobin est abandonné partout dans le monde. Sortir du débat factice entre ceux qui disent qu'il faut mal vivre pour sauver la planète alors qu'en réalité, on doit pouvoir sauver la planète en vivant mieux par la connaissance, la croyance et l'innovation. Les échéances présidentielles, nous aurons à l'automne un rendez-vous qui nous permettra de décider tous ensemble comment nous porterons ce projet à travers l'élection présidentielle. Comme nous l'avons fait en 2019, nous avons choisi ensemble de porter notre projet et je souhaite que nous fassions le même choix pour l'année 2022. Mais ce choix n'est pas la seule élection de 2022. Il y a un mois après, 5 semaines après, une élection législative. Et elle vous concerne autant, chacune et chacun d'entre vous. Car il nous faut nous préparer à permettre de constituer à l'Assemblée nationale la force politique la plus large possible, majoritaire si c'est possible. Mais pour ça, il faut préparer nos candidats. Nos projets, je viens d'en parler, mais nos candidats. Et je veux remercier à la fois Hervé Marseille, Christophe Negelen et nos amis qui travaillent au siège, nos responsables de département, nos responsables fédéraux, nos responsables régionaux, qui sont en train de détecter ces candidats. Certains sont déjà dans notre famille politique, d'autres sont en train de la rejoindre. Et à l'été prochain, c'est-à-dire dans quelques semaines, 250 candidats aux élections législatives seront déjà sélectionnés. Je vous invite, dans vos territoires, à regarder parmi les acteurs économiques, parmi les acteurs sociaux, parmi les acteurs politiques qui n'ont pas d'attache politique ou qui sont déçus de ces partis déboussolés, à les inviter à venir discuter avec nous, à les inviter à venir partager notre cohérence, notre vision, notre cap, à les inviter tout simplement à commencer à construire une autre France, une autre Europe et une autre vision du monde.
C'est à compter de ce congrès, certes un peu particulier, certes virtuel, certes dématérialisé, avec une distanciation qui n'est pas que sociale, hélas. Et avant que nous puissions nous retrouver plus humainement, plus classiquement, grâce au progrès de la vaccination, grâce au recul de la maladie, c'est le chemin qu'à compter d'aujourd'hui, nous devons porter ensemble. Je vous remercie toutes et toutes, à la fois de votre attention pendant ce congrès. Je remercie les équipes du siège d'avoir réussi cet exploit, ce défi, de faire en sorte de réussir, là encore, quelque chose que nous n'avions jamais fait. Et j'espère bien, à la rentrée prochaine, après les élections départementales et régionales, dans lesquelles vous êtes pleinement engagés et pour lesquelles nous sommes pleinement disponibles naturellement pour vous soutenir, que nous pourrons nous retrouver physiquement, humainement, matériellement, non pas distanciellement, comme on dit maintenant, pour pouvoir lancer cette grande séquence de l'élection présidentielle et de l'élection législative dans laquelle, j'en suis sûr, notre voix peut être entendue de Français désabusés face à des partis déboussolés. Nous avons, nous, conservé notre boussole, nous avons conservé le chemin à montrer, nous allons le montrer ensemble. Merci beaucoup à tous et à toutes, et je vous souhaite évidemment une bonne fin de journée.